Les sports en direct, quel modèle économique en temps d'incertitude, en temps de crise sanitaire? Et oui, le Covid a aussi laissé des traces dans le monde sportif. Un Roland-Garros à huis clos et décalé, les grands tours cyclistes reportés avec des conditions sanitaires particulièrement draconiennes, du foot qui se joue sans la ferveur des supporters dans les tribunes depuis maintenant plusieurs mois. Le monde sportif, comme nous tous, vit une période exceptionnelle. Et forcément, on va le voir, l'écosystème sportif est touché. Alors comment les médias gèrent-ils cette crise aujourd'hui? Quelle perspective et surtout quel avenir pour le modèle sportif existant aujourd'hui? On va beaucoup parler des droits et des droits du football avec le sulfureux dossier Mediapro. On va vous donner la parole tout à l'heure à vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. N'hésitez pas à nous interpeller pendant le débat si vous avez des questions, des interrogations, des choses que vous ne comprenez pas eu égard aux propos de nos experts. Je vous les présente, les invités de Médias en scène cet après-midi. Jérôme Saporito, directeur de la chaîne L'Équipe. Bonjour Jérôme. Bonjour. Laurent-Éric Lelay, patron de France TV Sport, la division sport de France Télévisions. Laurent Decamas, directeur du développement et du business de beIN Sport. Bonjour. Managing director en fait. Managing director, ok, on va dire ça comme ça si vous voulez. Et Pierre Rondeau, qui est économiste du sport. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors on va d'abord, avant de parler du modèle économique et de sa fragilité et de l'avenir, on va essayer déjà de revenir un petit peu sur les mois que l'on vient de vivre ensemble. On va faire un petit tour de table. Laurent-Éric Lelay, qu'est-ce qui s'est passé sur votre chaîne depuis l'apparition de la crise sanitaire? On l'a dit, le Tour de France a été reporté, ça vous a obligé à réorganiser vos moyens de production. Comment vous vous êtes adapté globalement à cette crise à France Télévisions? Il y a eu plusieurs phases. La première phase, tout s'est arrêté. Donc on s'est adapté de la manière la plus simple possible. On s'est tous confinés. On a arrêté tout le sport et puis on s'est mis au service des événements qu'on diffusait en disant on va essayer de s'adapter en fonction de votre calendrier. Alors on a commencé à garder Stade 2 toutes les semaines en le produisant de manière très, très originale. On a créé une émission, Rester en forme, pour faire du sport à la maison. Et puis on a développé toute une offre de programmes sur le digital en misant sur tout un tas de choses, notamment le sport virtuel. Donc cette première phase, elle a été très spéciale parce que le sport n'avait pas lieu. Le sport était, comme vous le dites, reporté. Il n'y avait plus de matières premières. Il n'y avait plus de matières premières. Oui. Puis après, il y a la deuxième phase qui est la phase qu'on vit, qui est la reprise du sport dans des conditions très particulières de huis clos, où là, on s'est entièrement adapté. Le plus bel exemple, c'est peut-être le Tour de France, où il y avait une bulle sanitaire qui avait été créée et où l'organisateur ASO nous avait demandé de réduire la densité des collaborateurs sur place pour éviter trop d'interactions. Donc on a décidé de laisser, et je crois que c'est quasiment pour la première fois de l'histoire du Tour de France et de France Télévisions, de laisser nos commentateurs à Paris et de réaliser notre émission post-arrivée du Tour Vélo Club depuis Paris. Une grande première, mais qui s'est très bien déroulée. À l'Équipe TV, Jérôme Saporito, ça a dû être compliqué dans un premier temps, quand il n'y a plus la matière première, parce qu'en plus, vous, on est sur un média spécialisé qui ne parle que de sport. Quand le sport s'arrête, qu'est-ce que vous avez fait au mois de mars-avril? Vous avez proposé quoi comme reportage, comme contenu éditoriaux à vos téléspectateurs? Alors c'était un coup d'arrêt total. On a perdu depuis mars 1200 heures de sport, parce que nous on diffuse 43 disciplines, donc évidemment le Tour et le football, c'est la grande vitrine, mais toutes les épreuves de ski, de boss, de freestyle, d'athlé, de tout ce que vous voulez, de vélo, tout s'est arrêté d'un coup, le 15 ou 16 mars. On a terminé avec une course de Martin Fourcade, la dernière de sa carrière, puis après tout s'est arrêté. Nous, on a mis les salariés à l'abri. On a pris une semaine, 10 jours pour voir ce qui nous arrivait et prendre le temps de la réflexion. Après, un peu comme Laurent-Éric, on a décidé de remettre l'équipe du soir à l'antenne, produit d'une façon différente parce que le lien avec le téléspectateur était très important et qu'on a vu aussi que l'actu autour du sport, elle a continué parce qu'il y avait est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on reprend, quel impact, voilà, il y avait beaucoup de choses autour du foot, mais de tous les sports. Et puis après, on a essayé de jouer sur
un peu le même modèle que TF1 ou France 2 a fait, c'est-à-dire, eux, ils sont allés vers des programmes patrimoniaux, alors la Grande Vadrouille, la 7e Compagnie ou des choses comme ça. Nous, sur la même chose, sur le sport, c'est-à-dire des grandes étapes grâce à Laurent-Éric de Tour de France, de l'histoire, avec les grands champions français qu'on diffuse, Teddy Riner, Martin Fourcade, etc., de revoir leurs exploits, et sur le foot nostalgique aussi, France-Allemagne, France-RFA 82, France-Brésil 86, parce que c'était aussi un moment où on était tous en famille, devant la télé. On n'allait pas regarder 24 heures sur 24 des nouvelles assez tristes, et donc c'était un moment d'évasion. Donc la personne avait le choix entre la 7e Compagnie ou France-Allemagne 82. C'est à peu près les mêmes codes. Si en somme, le choix est difficile. Oui, mais c'est les mêmes codes, c'est-à-dire que c'est un moment de réunion de la famille. Donc si vous êtes branché sport, vous allez regarder, vous allez expliquer à votre enfant, regarde ce match, il a marqué l'histoire. Et si vous n'êtes pas branché sport, regarde ce film, il a marqué l'histoire. Il fait partie des classiques à voir impérativement. Il y a eu Laurent de Camas chez beIN Sport, évidemment, coup d'arrêt aussi avec le championnat de Ligue 1 qui s'est arrêté brutalement. Oui, pas que le championnat de Ligue 1, d'ailleurs toutes les compétitions. Toutes les compétitions européennes. Enfin, je parle de ce championnat parce que c'était un peu votre matière première, si j'ose dire. Ça veut dire préjudice important. Enfin, comment ça s'est réglé économiquement? Alors d'abord, pareil, on a du jour au lendemain dû d'abord mettre les gens en sécurité, priorité absolue évidemment, télétravail pour beaucoup, mesures de sécurité pour ceux qui devaient quand même venir pour faire vivre la chaîne. Après, très rapidement, les équipes des contenus ont inventé des émissions spécifiques dédiées à la période. Alors, il y en avait une qui s'appelait Halloween, où on prenait des nouvelles des sportifs qui eux-mêmes étaient confinés avec des journalistes de la chaîne pour savoir comment ça se passait, par des méthodes de Skype, enfin voilà comment on les travaille beaucoup maintenant. On a eu d'autres émissions, et puis on a fait aussi des diffusions de grands événements sportifs qu'on a pu nous avoir, qu'on a nous en exclusivité en termes de live, mais qui étaient des événements qu'on avait pu avoir comme l'Euro, comme la Coupe du Monde 2018, comme des matchs de l'équipe de France, comme Wimbledon, des rétrospectives, etc. Et puis nous, en fait, les championnats ont repris début mai avec la Bundesliga, parce qu'on diffuse les championnats européens, puis ensuite la Serie A, puis ensuite la Liga. Et donc le retour des lives, on va dire, on a été, je crois, qu'une des premières chaînes de sport à avoir des lives qui revenaient en direct. Donc c'était une période de transition difficile, c'est sûr. Mais d'un point de vue client et d'un point de vue abonné, on n'a pas vécu la période, enfin en tout cas on n'a pas ressenti de difficultés majeures et de mécontentement de nos abonnés, puisque justement les antennes étaient là, on avait quand même 3 chaînes. On avait même une chaîne dédiée à la NBA, sur un de nos canaux additionnels, en 24 heures sur 24. Donc on a réussi à diffuser des contenus qui plaisaient aux abonnés. Donc ça s'est correctement passé dans un contexte quand même très compliqué, il faut le redire. Il y a un manque à gagner, Laurent-Éric Lelay, forcément, en termes de recettes publicitaires, en termes comment ça s'est passé cette période? Pour les chaînes qui vivent de la publicité qui est générée grâce à un événement, effectivement, elle s'annule. Alors après, ça s'est décalé. Si vous prenez l'exemple de Roland-Garros, du Tour de France... Parce que les audiences ont été bonnes, pour Roland-Garros, pour le Tour de France. Remarquable, oui. Ils ont même été meilleurs parce que je pense qu'au moment où ces épreuves ont eu lieu, il y a eu une véritable volonté de les regarder, peut-être encore plus qu'avant. Pierre Rondeau, vous qui êtes économiste du sport, qui avez un regard plus large que le spectre télévisuel, quels sont les chiffres aujourd'hui qui circulent sur l'impact de cette crise sanitaire sur le monde sportif professionnel en France? Est-ce qu'on sait le quantifier? Ça va être très difficile à mesurer, à chiffrer, parce qu'après, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du sport qui se pratique, du sport qui se regarde, de quels acteurs on parle? Est-ce qu'on parle des clubs de sport qui ont été victimes du confinement ou des médias, des chaînes de télévision? De la même manière, comme vous le dites, effectivement, si on prend les chaînes de télévision, il y a eu une perte, effectivement, au moment du confinement, du fait d'une chute d'audience, mais qui a été rattrapée par des records, des succès a posteriori. Donc il y a un rattrapage qui s'est réalisé. Du côté des abonnés au sein des chaînes payantes, il y a eu une baisse, notamment je pense à une chaîne comme RMC Sport qui a connu une baisse au moment du confinement puisque les championnats, les compétitions étaient arrêtées, mais étant le diffuseur principal et unique des Coupes d'Europe et des compétitions européennes en football, les abonnés sont revenus à la reprise des championnats et des compétitions en août. Donc il y a eu un rattrapage finalement. Donc c'est plutôt compliqué de chiffrer pour ce secteur-là. Après, évidemment, si je prends le cadre du sport à la fois professionnel ou amateur, les chiffres commencent à tomber et on ne peut pas dire qu'ils soient très optimistes. Vous pouvez nous en donner un ou deux qui pour soient vous donner parlants. un simple exemple, si je je vais prendre le sport amateur. Le sport amateur, il y a en France 160 000 clubs amateurs.
Le CNOSF, le Comité national olympique du sport français, a fait une enquête auprès de 35 000 clubs sur ces 160 000. Et sur ces 35 000 clubs, il y a une perte sèche déclarée de 376 millions d'euros. Donc si je fais un calcul en croix sur les 160, je suis au-dessus du milliard pour les pertes sèches pour le seul sport amateur. Le sport professionnel, idem. La Ligue 1 française, par exemple, les pertes déclarées des dirigeants s'élèvent à plus de 600 millions d'euros le temps du confinement, entre les pertes de billetterie, les pertes de droits TV, les pertes liées au manque à gagner sur le sponsoring, sur les hospitalities, sur les recettes commerciales. Donc c'est très important. Et la problématique, en tout cas en économie, c'est l'incertitude de la situation sanitaire, à savoir combien de temps encore ça va durer. Parce que prenons les compétitions sportives, elles ont encore lieu. Et donc les diffuseurs peuvent maintenir leur diffusion, maintenir les matchs. On a eu récemment les matchs de Ligue des Nations sur la chaîne L'Équipe, générateur d'audience, de visibilité, de recettes publicitaires. Là-dessus, à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude. C'est plus inquiétant et impactant au niveau des clubs qui, malgré le maintien des activités physiques et sportives, doivent faire face à un manque à gagner sur la billetterie. Il n'y a plus personne dans les stades. Et sur des risques vis-à-vis des droits TV. On pourra en parler peut-être sur les droits TV, en l'occurrence du foot français et la Ligue 1 française. Des pertes aussi peut-être sur les recettes de sponsoring, en tout cas pour les clubs professionnels, puisque si on parle d'une crise économique avec une croissance en chute libre, possiblement de moins de 9% en 2020 et de moins 6% en 2021, ce sont aussi des entreprises qui vont subir les méfaits de la crise et qui vont être désincitées à maintenir leurs investissements dans le sport et dans le sponsoring sportif. Donc les pertes à l'heure actuelle sont lourdes, mais le souci c'est qu'elles pourraient se maintenir dans la durée jusqu'en 2021, 2022, en fait, le temps de la situation et de la crise sanitaire. Et comme on ne sait pas quand la chose va prendre fin, on est très inquiet, en tout cas les acteurs du sport sont très inquiets à ce niveau-là. Est-ce que, Jérôme Saporito, à la chaîne L'Équipe, vous êtes aussi, vous, un petit peu inquiet par rapport à l'avenir, même si vous confirmez, Pierre Rondeau le disait, les audiences, enfin, heureusement, il y a encore du foot à montrer, la Ligue des Nations, ça fait des bons scores, mais est-ce que ce que vous avez trouvé comme système aujourd'hui de fonctionnement, est-ce que c'est viable sur le long terme ? On était inquiet quand ça a repris parce qu'on ne pouvait pas mesurer l'appétence des gens pour le sport, le retour du sport. Laurent-Éric l'a dit, Roland-Garros, Tour de France, ça a très très bien marché. Nous, on diffuse le Giro, ça a bien marché. Après, on est inquiet parce qu'on vit au jour le jour. Nous, on travaille avec la Ligue nationale de basket. On ne sait pas s'il va y avoir des matchs en décembre, en janvier. On travaille avec le biathlon, c'est la semaine prochaine, on espère. On fait tout pour, mais voilà, on n'a pas de certitude. On diffuse avec beIN les matchs de l'équipe de France féminine de handball. Il y en avait 3 la semaine prochaine. Hier, les 3 ont été annulés. Donc voilà, on jongle avec les grilles. On sait bien que le retour au monde d'avant, il n'est pas encore pour aujourd'hui et on ne sait pas quand il aura lieu. Laurent-Éric Lelay, c'est une angoisse pour le patron que vous êtes. Par exemple, on a laissé entendre récemment, je crois hier, que finalement l'Open d'Australie de tennis, finalement il y a des grosses incertitudes maintenant sur le fait qu'il se tienne ou pas. Alors c'est pas quelque chose que vous retransmettez en direct, mais c'est quand même un événement sportif important pour France TV Sport. Il y a comme ça toute une série d'incertitudes. C'est pas simple. Il y a des plans B à prévoir. Ouais. Je pense que face à quelque chose d'imprévisible, ça nous force à être plus souple. Alors oui, Jérôme le dit, il y a des épreuves qui ponctuellement n'ont pas lieu. Nous, on a l'exemple du match de rugby du week-end dernier, France-Fidji, où tout d'un coup l'équipe de Fidji a eu trop de tests positifs pour pouvoir jouer en toute sécurité. La Coupe de France, qu'on devait démarrer au mois de décembre, elle est décalée au mois de janvier. Donc on va être, je crois, obligé de vivre avec ça jusqu'à ce que toute la population puisse être vaccinée sereinement. Alors, on a tous l'espoir que le vaccin arrive bientôt. Si c'est le cas, je pense que ça rentrera dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, ça va durer. Alors, le sport, on l'a vu, est souvent à huis clos, avec des conditions sanitaires draconiennes, mais on arrive quand même à le retransmettre. L'autre problème aujourd'hui, c'est les droits. Le montant des droits qui a explosé. On a vu ce record historique de vente du foot à Mediapro, avec les conséquences que l'on connaît. Mais il y a aussi un autre problème aujourd'hui dans le modèle économique du sport, c'est vous y êtes moins confrontés, vous, Jérôme Saporito et Laurent-Éric Lelay, mais chez beIN Sport, c'est une préoccupation majeure, le piratage
Laurent de Camas, c'est un vrai problème aujourd'hui dans l'écosystème sportif. C'est un problème majeur, mais vraiment on le pense majeur, et je pense qu'autour de cette table on sera assez d'accord sur le sujet. C'est un problème majeur dont beIN s'est emparé il y a maintenant plusieurs années, en particulier en France depuis 2018 en créant une association pour la protection des programmes sportifs, ce qu'on appelle la PPS, où certains éditeurs et ligues et fédérations sont partenaires. C'est un problème majeur parce que ça peut réellement tuer tout le système économique et tout le modèle économique du sport, allant des ayants droit jusqu'aux éditeurs, en passant par le sport amateur, puisque c'est une chaîne de valeur qui n'est pas que limitée aux ayants droit, aux ligues, on va dire, et aux chaînes payantes, on va dire. C'est un point important. Et ça, c'est un point critique. Alors, ce qui, aujourd'hui, nous soucie, c'est que c'est un problème qu'on porte depuis longtemps avec d'autres. On avait avancé dans le cadre du projet de loi audiovisuel sur des mesures, et en particulier une mesure très importante qui est qu'on puisse, par des systèmes techniques, en fait, casser les adresses des sites de live streaming et empêcher les consommateurs de regarder ces sites. Ça s'appelle l'injonction dynamique. Alors c'est un terme un peu technique, mais enfin, toujours est-il que l'idée, c'est qu'un juge puisse, d'une manière automatique, imposer l'arrêt par un hébergeur, par un fournisseur d'accès Internet, voire même par un réseau social, de casser ces sites que l'on peut trouver. Ça s'appelle l'injonction dynamique, comme je vous l'ai dit. Ça s'est été mis en place, par exemple, en Royaume-Uni avec succès. C'était dans le projet de loi, c'était même l'article 23 du projet de loi. Et le projet de loi, on parlait du Covid et des incertitudes liées au Covid. Et ben, à cause du Covid et des décalages de planning, etc., le projet de loi est différent, il est décalé. On ne sait plus quand est-ce que ça va passer. On ne sait même plus si ce sera mis dans la loi, en tout cas telle qu'elle est envisagée, et quand est-ce qu'elle passera. Et on pense, nous, que c'est un sujet absolument crucial. J'imagine qu'on va parler du sujet des droits tout à l'heure encore, mais si on ne résout pas ça, on peut trouver toutes les solutions du monde sur les contextes des droits actuellement. Ça sera de toute façon négatif pour le marché. Pierre Rondeau, c'est vraiment préjudiciable à l'écosystème sportif, le piratage? C'est très simple. En 2017, donc depuis, il y a eu des mises à jour, il y a eu l'apparition de deux nouveaux acteurs, en l'occurrence RMC Sport et Téléfoot, qui ont très certainement dû amplifier le poids du téléchargement et du piratage. Mais en 2017, on estimait les pertes liées au téléchargement et au piratage, au streaming, à plus de 200 millions d'euros par an pour les diffuseurs. Tout droit confondu, foot, basket, tennis, tout droit confondu, entre beIN Sport, Canal+, et tous les acteurs privés. Il faut considérer qu'il y a entre 1 et 2 millions de personnes par mois en France qui regardent du contenu de manière illégale, si je puis dire. Donc c'est énorme, le poids est énorme et sans commune mesure. Et encore plus aujourd'hui avec justement une multiplication des chaînes. Alors on pourrait critiquer, dire effectivement le téléchargement ou le piratage est dû au prix à payer pour le consommateur de devoir payer à la fois beIN Sport, Canal+, RMC Sport, Téléfoot, donc un poids sur le portefeuille, sans parler de Netflix, d'Amazon, d'Apple+. Donc que le téléchargement, le piratage soit dû à l'explosion de ces chaînes, peut-être, c'est peut-être une explication, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, tant que la législation française ne fait pas d'effort à ce niveau-là, aujourd'hui c'est simple, en France, n'importe quel kidam peut aller sur Internet, taper sur un moteur de recherche le match en question, le premier lien sera un lien streaming. C'est extrêmement facile de regarder du match de façon gratuite. Il y a même des gens qui s'échangent des liens sur Twitter très facilement, chaque soir de match. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, alors, c'est pas un débat pour ou contre le piratage, la faute à qui, à cause de qui, est-ce que c'est à cause de Téléfoot, de Canal+, peu importe. Simplement, moi je suis très étonné parce que j'avais justement aussi étudié le dossier, qu'un projet de loi a été sur la table, qu'il avait été discuté en commission, qu'il était vraiment en préparation d'un vote à l'Assemblée, c'est-à-dire en mars dernier, et que le Covid a tout annulé. Soit état d'urgence, je l'accepte, il y a des choses plus importantes si je peux dire, donc on le met en pause. Mais depuis qu'est-ce qui a été fait? Je veux dire, les députés ont repris le chemin de l'Assemblée, se retrouvent soit en télétravail, soit directement sur les rangs de l'Assemblée, sur les bancs de l'Assemblée. Ils peuvent parfaitement voter cette loi. Ça ne coûte rien, finalement. C'est vrai que c'est une injonction. Voilà, le juge. Rien aux contribuables. Ça ne coûte rien. C'est accorder un droit à un juge d'arrêter. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est très simple. Aujourd'hui, un juge, si un diffuseur porte plainte contre un site, un lien illégal, il y aura donc une plainte qui est déposée à un tribunal, et ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois avant que le juge décrète l'arrêt du site. Mais en même temps, vous y faisiez référence, Pierre Rondeau, et un internaute nous pose cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, les chaînes payantes, les abonnements, c'est pas forcément à la portée de chaque bourse. D'ailleurs, on nous demande, un internaute, à vous, Monsieur de Camas, est-ce que il est envisagé un jour une offre d'abonnement globale qui regrouperait, pourquoi pas, beIN, Téléfoot, Canal? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez?
Alors non, on travaille pas. Non. Tous les modèles sont envisageables, hein, Oui. on en parlera peut-être après, mais non, on ne travaille pas sur ce modèle-là. Moi, j'entends la question de l'internaute et on la reçoit aussi souvent sur nos sites internet. D'abord, beIN Sport, c'est 15 € par mois, donc déjà, avec les droits qu'on a, ça reste accessible. On a eu un succès sur le marché français grâce à ça aussi, ça c'est le premier point. Deuxième point, le nombre d'acteurs est sans doute un sujet, mais même avant qu'il n'y ait autant d'acteurs, moi je suis dans le marché de la PTV depuis longtemps, il y avait déjà du piratage. La seule chose là, c'est maintenant qu'avec le live streaming, les réseaux sociaux et les technologies Internet, ça s'accélère, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile. À une époque, il fallait sacrément bidouiller. Maintenant, c'est terminé. On tape dans Google, on tombe dans les moteurs de recherche, on clique et on y est. C'est juste pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas légitimer le piratage parce qu'il y a trop d'offres ou parce qu'il faut payer des droits. Il faut quand même à un moment voir que derrière les droits, il y a aussi les chaînes qui font des contenus, il y a la production, les journalistes. Enfin, c'est toute une chaîne de valeur, hein. Ce n'est pas uniquement le droit, c'est toute une qualité j'allais dire, éditoriale qui est à la clé au niveau des éditeurs. Donc, il faut aussi que les consommateurs aient conscience que quand ils piratent, quelque part, ils s'abordent le produit pour lequel ils sont fans, duquel ils sont fans, si je puis dire. Parce que derrière, la chaîne de valeur, elle s'écroule. Et à un moment, les droits, carrément, le groupe beIN Media Group, ne paye plus les droits à la même valeur du fait du piratage, puisqu'il n'y a plus de notion d'exclusivité. Nous, notre modèle, c'est un modèle premium sur l'exclusivité, avec des bids, des montants qu'on paye proportionnels à la valeur du droit et à ce qu'on peut en récupérer. S'il est piraté, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui. Alors à l'Équipe TV, on a moins ce problème, hein, parce que à l'Équipe TV, la chaîne L'Équipe, pardon, c'est un programme qui est accessible gratuitement. Et là, chez vous, Jérôme Saporito, on a fait un autre pari. On s'est tourné vers des fédérations, vers des sports qui sont moins médiatisés et où finalement on cherche surtout de la visibilité. Je pense au basket, plus que de l'argent et plus que essayer de nourrir une fédération comme on le voit dans le monde du foot. Il y a aujourd'hui une attente différente de la part des acteurs du sport. Ils sont en recherche avant tout de médiatisation et pas... Nous, c'est nécessaire. On est face à un géant. beIN, c'est un groupe mondial. France Télé, c'est un grand groupe. Donc, on doit penser différemment. Si on pense un jour qu'on va pouvoir batailler avec Laurent Hérix sur un droit, non, c'est pas vrai. On ne le fera jamais. Après, il y a maintenant des multitudes de sports, les sports olympiques, il y a des sports... il y a des compétitions partout. Donc, à nous d'essayer de défricher des zones qui étaient peu exposées pendant un certain temps et qu'on peut mettre en lumière. Le basket, c'était le bon exemple. Le basket, ça fait 30 ans qu'il se balade de bouquets satellites, de chaîne payante en chaîne payante. Voilà, et puis à un moment donné, beIN ou RMC ou Canal fait des choix, ils doivent faire des choix, ils n'ont pas un portefeuille, en tout cas financier, qui est extensible. Donc ils se sont retrouvés un peu seuls, et puis ils sont venus nous voir, et nous... Le basket, moi je le regardais sur Antenne 2 ou France 3 ou France... je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous avez regardé Richard Dacoury, le CSP Limoges, l'Euroleague, tout ça dans exactement. C'était quelque chose qui était important. C'était le samedi ou le dimanche après-midi. Ce sont des clubs qui sont très implantés en région. Limoges, Portez, Strasbourg, Dijon, Bourg-en-Bresse, Lasvel, c'est Gravelines. Et ça, ils font vivre toute une communauté. On a évidemment la NBA, c'est le must en basket. Évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il y a les mêmes effectifs à Dijon, excusez-moi pour Dijon, ou aux Lakers. Mais il y a de la place pour les deux. Il y a de la place pour les deux. Nous, c'est un autre modèle, c'est un modèle gratuit. Donc après, chacun fait son choix. Mais en tout cas, on essaye de construire avec la Ligue une histoire qui se raconte de semaine en semaine, tout au long de la saison, parce que être champion de France de Jeep Elite, c'est un palmarès, c'est une ligne sur un palmarès qui compte. Il y a de la place pour les deux, oui. Je me tourne vers Laurent-Éric Lelay, il me vient une question. L'année prochaine, Amazon va partager avec vous le gâteau de Roland-Garros, les retransmissions pour être plus précis. Il y a de la place pour deux? Sur Roland-Garros, oui, parce qu'il y avait deux lots. Donc ils vont diffuser le lot du match du soir et le cours Simone Mathieu. Nous, la grande nouveauté, c'est qu'on va redémarrer à 11h du matin. Au lieu de 15h aujourd'hui, et avoir une couverture globale du tournoi, notamment des phases finales. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de laisser rentrer pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais le loup dans la bergerie, là, avec les GAFA qui arrivent sur le marché français du sport? Les GAFA, c'est des nouveaux acteurs, alors on va voir ce qu'ils vont faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez présomptueux de se dire qui vont prendre la place
des acteurs assez traditionnels. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelle est leur stratégie derrière ça. Parce qu'on parle beaucoup des GAFA, mais pour l'instant, leur présence dans les droits sportifs reste accessoire. C'est vrai qu'il y a Roland-Garros en France, Amazon est un peu aussi sur le tennis en Angleterre et sur le football. Mais bon, est-ce que la stratégie d'Amazon est liée à la grande stratégie qui est de favoriser ou de donner des avantages ou de fidéliser les clients qui vont acheter sur la plateforme, ou est-ce que c'est une stratégie qui doit répondre à un business model ? Parce que la difficulté actuelle, peut-être qu'on observe avec Téléfoot, c'est que le business model traditionnel de la télévision, que ça soit par l'argent de la redevance, de la publicité ou de l'abonnement, atteint un certain nombre de limites. Et donc, est-ce que, la question qu'on se pose tous, Téléfoot a payé trop cher ses droits ou pas, et donc ne peut plus les rentabiliser? Et si c'est le cas, quelque part, il va falloir redéfinir les relations entre les diffuseurs et les organisateurs d'événements sportifs. Et ça peut être quelque chose qui est assez novateur, assez intéressant à imaginer pour aller régénérer une croissance ailleurs. C'est vrai que quand on va acheter, ou quand on sait qu'on est un diffuseur, souvent on essaye de faire le mieux possible notre métier et donc de donner de la valeur à un événement sportif. Et si on y arrive, 3 ou 4 ans après, les droits sont remis sur le marché et quelque part pour les garder, il faut qu'on mette plus d'argent. Sinon, on risque de se les faire prendre par un concurrent. Et donc, quelque part, ça veut dire qu'en faisant bien notre travail, on crée de la valeur et que cette valeur, il n'y a que l'événement qui en bénéficie et jamais le diffuseur. Donc, moi, je pense qu'il y a manière à faire des partenariats gagnant-gagnant dans la durée. Et c'est peut-être quelque chose qui peut se mettre en place. Alors, une question qui nous vient deux questions même d'internautes que je vous pose à vous quatre, répondra celui qui veut. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui prône, lui, pour une sorte de Spotify du foot? Non, mais la seule contrainte ou condition à pouvoir... parce que c'est évident que pour le consommateur et pour n'importe quel consommateur, une forme de Spotify du foot serait une excellente chose. Il est clair qu'avoir un seul abonnement à 15 ou 20 euros par mois et avoir accès à tout le foot français ou européen, c'est évident que... Mais c'est impossible, ça, vu le nombre d'opérateurs. Exactement. Le problème à ce niveau-là, c'est une question de droit. C'est qui aurait les moyens de payer autant pour avoir accès à tous les droits, vu que depuis maintenant quelques années, les droits ont atteint des niveaux très élevés. À voir s'ils vont de nouveau baisser, mais en tout cas, ils ont atteint des niveaux très élevés. Et en plus, offrir un abonnement suffisamment peu cher pour le rendre attractif auprès du consommateur. Donc c'est une excellente idée, bien évidemment, qu'il faut espérer qu'on puisse tendre vers ça, mais à l'heure actuelle, c'est pour ma part impossible. Il faudrait supposer que BeIN et Canal se mettent d'accord, mais acceptent de le faire à un prix plus faible, ce qui me semblera improbable. Laurent Decamas. Oui, je suis d'accord. Enfin, c'est une idée séduisante, et puis c'est bien de toute façon de challenger les marchés tels qu'ils sont. Ça fait partie de notre boulot, et donc là-dessus, il n'y a évidemment pas de sujet. Le sujet, c'est le modèle économique, quoi. C'est les plateformes dont on parle sont des plateformes mondiales qui amortissent des droits musicaux mondialement. On n'est pas du tout dans ce contexte-là pour la vente des droits sportifs qui sont par pays. Donc c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est d'agglomérer. Le troisième sujet, c'est à nouveau quand même l'éditorial. Une fois qu'on a les droits, il faut quand même les mettre en musique, tous ces droits, ce que disait Laurent-Éric Lelay tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut créer de la valeur autour du produit en lui-même. C'est notre boulot d'éditeur, c'est notre boulot de chaîne sportive. Donc sur le papier, c'est une jolie idée. Le seul truc, c'est le modèle économique. Et nous, aujourd'hui, on est quand même sur des modèles où même les ayants droit, ils ont besoin de visibilité. On le voit très clairement avec ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont besoin pour les clubs, pour toute l'organisation du sport, d'avoir une visibilité sur plusieurs années de leurs recettes pour pouvoir ensuite bâtir leur modèle économique. Ce genre de plateforme ne donne pas cette visibilité. Si j'achète un match à la carte, qu'est-ce qui se passe pour les équipes dont je n'ai pas acheté les matchs ? Ce qui est particulier, c'est qu'on parle de direct. On parle d'un événement sportif, c'est du direct. Quand on prend Netflix ou Apple+, Amazon ou Spotify, musique, série ou film, à n'importe quel moment de l'année, je peux en regarder. Je peux regarder une série n'importe quand et plusieurs fois. Quand on parle d'un match de football, de basket, de tennis, c'est du direct. Une fois qu'il est terminé,
C'est fini. Ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus aucune valeur. Réellement, il n'y a pas du tout d'audience. Peut-être en rediffusion, mais bien moins. Les matchs exceptionnels, les rencontres exceptionnelles. Voilà, la dernière finale de Wimbledon, voilà, elle restera dans l'histoire. Les grands matchs. Celle de l'US Open était pas mal aussi l'année dernière. Celle de l'US Open, voilà. Mais enfin, il y a eu, pour arriver à la finale de l'US Open, ils ont dû jouer 250 matchs, on se souvient d'un. Donc il y en a 249 qui passent à la trappe. Il y a une autre question qui nous arrive par Internet. Qu'est-ce que vous pensez d'IPTV ? Personnellement, je ne connais pas. Moi, nouvel arrivant illégal qui propose des box pirates. Alors, on a déjà parlé du sujet. Hein. Je vais vous dire ce que j'en pense. 50 à 100 euros par an. Et comment réguler ce phénomène? On a un peu répondu. C'est présenté comme un nouvel arrivant. Oui. C'est pas tout à fait un nouvel arrivant officiel. C'est ce terme pour les box pirates, pour des systèmes qui vous donnent accès à des milliers de chaînes, parce que ça donne accès aux chaînes françaises, à toutes les chaînes, mais des chaînes partout dans le monde. Alors, on revient au sujet du piratage. C'est-à-dire, typiquement, ça peut se faire bloquer, interdire par la mise en œuvre d'un article dans la loi dont on a parlé tout à l'heure, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Et c'est là où on redit il y a urgence. Moi, j'ai copié sur mon téléphone, dans mon flux Instagram, une publicité. Alors, je l'ai envoyée à ma direction juridique. Une publicité pour une box IPTV, mais c'est une publicité comme n'importe quel annonceur. Il faut aussi que les réseaux sociaux jouent leur rôle d'empêcher et de bloquer ces publicités pour des produits pirates. C'est très bien fait, mais hallucinant, quoi. J'ai reçu ça comme je reçois d'autres pubs sur mon flux. Il faut que toute la chaîne des acteurs du marché, qui ne sont pas forcément des acteurs sur le domaine du sport, agissent contre ça. Mais pour agir contre ça, il faut une loi et il faut qu'à un moment, des juges puissent ordonner d'agir. Parce que sinon, on a la même discussion dans un an. Une dernière question. On a compris qu'effectivement, le Spotify du foot, ce n'était pas forcément viable économiquement. Mais on se demande aussi, est-ce qu'une chaîne monothématique payante, est-ce que c'est viable en France aujourd'hui ? Écoutez, nous, ça fait 8 ans qu'on est sur le marché français. Oui. Donc, plusieurs sports, vous avez plusieurs sports. Et nous sommes sans trahir de secret, il y a quand même des fonds énormes qui vous soutiennent. On a un actionnaire solide, mais on est un groupe avec 43 pays, donc on est une entreprise, un groupe international, mais comme d'autres groupes internationaux, pas spécialement, ça ne nous concerne pas spécialement. On est sur le marché de français depuis 8 ans. Après, ça passe par des évolutions de partenariats. On a signé récemment un partenariat de distribution stratégique avec le groupe Canal+. Donc il faut bouger, il faut voilà. Mais en tout cas, oui, c'est viable. On a un modèle économique qui est à nouveau que de miser sur des droits dont on pense que la valeur est rentable, en tout cas qu'on pourra le rentabiliser, et sinon de ne pas miser sur des droits dont on pense que soit ils sont beaucoup trop chers, mais à nouveau on y revient, et ne croyez pas que j'en fais une obsession, mais c'est un vrai sujet. C'est sûr qu'avec le piratage, à un moment, si ça continue comme ça va être compliqué de continuer sur des modèles. Laurent-Éric Lelay, pour conclure, au-delà de cette période que vous disiez difficile, parce que incertaine, le sport, ça reste viable, ça reste porteur économiquement pour une chaîne comme la vôtre. Porteur en termes d'audience, c'est évident, et on voit les scores d'audience fabuleux qui sont faits aujourd'hui sur les chaînes en clair, la fin du tournoi Destination sur France Télévisions, les matchs de l'équipe de France de foot sur TF1 et M6, et on verra avec le retour du biathlon, je pense que Jérôme fera encore des scores phénoménaux, il le fait aussi sur ces talks. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, le sport joue toujours son phénomène rassembleur. Après, comme je pense toute activité, il devra lui aussi évoluer, il va devoir se relancer. Et donc, comme pour se relancer, il y a des méthodes assez traditionnelles pour retrouver, je dirais, sa place au niveau de tous. Et on voit qu'aujourd'hui, il est dans une situation assez fragile, voire très fragile pour certains sports. Et donc, il faut espérer que cette crise sanitaire s'arrête le plus vite possible. Jérôme Saporito, l'équipe, le journal, le print, a dû mettre en œuvre un plan social avec des pertes lourdes. La chaîne L'Équipe, il y a des inquiétudes du même ordre financièrement. C'est pas une bonne période financière, économique pour tous les médias, pour tous les journaux, pour L'Équipe, pour le Figaro, pour le Parisien, pour une chaîne comme la nôtre qui a vu pendant 4 mois et demi disparaître sa matière première. Donc là aussi, il va falloir se réinventer, inventer des nouveaux modèles, rediscuter avec les fédérations, les ligues, en tout cas pour les télés, pour voir que chacun puisse y gagner. Ils sont dans une difficulté très profonde. Nous, on l'est aussi.
comment ensemble on peut créer plus de valeur, parce qu'il y a des sponsors derrière, parce qu'il y a des employés, des clubs de foot. L'Olympique Lyonnais, c'est plus de 500 salariés. Le PSG, ça doit être à peu près du même ordre. Donc il y a toute une chaîne de valeur à essayer de recréer. C'est peut-être le bon moment de trouver des choses et pas de se dire à chaque fois, pour en tout cas les sports majeurs, il y a un appel d'offres en espérant que ça fasse plus 10, plus 20, plus 30% à chaque fois, parce qu'on a bien vu là, et l'exemple de Mediapro est là pour le prouver, qu'on ne gagne pas au loto tous les coups et que parfois il faut réfléchir différemment pour créer de la valeur. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, effectivement. Cette table ronde, c'est toujours frustrant, c'est déjà terminé. Mais on a déjà dépassé le délai qui nous était imparti. Merci à vous quatre d'avoir participé au festival Média en scène sur France Info. Si jamais vous aviez pris cette table ronde en cours et que vous souhaitiez revivre l'intégralité des débats, n'hésitez pas, elle sera en replay dans quelques minutes. Bon début de soirée.